Juste un petit mot très rapidement avant de démarrer, un point d'actualité, c'est-à-dire que vous avez vu aujourd'hui que la meute s'est réveillée contre nous à nouveau et on est parti là sur une série de déferlements contre la France Insoumise et contre Jean-Luc Mélenchon. Ça s'est matérialisé là par l'espèce de torchon qui a été publié aujourd'hui et qui est sorti dans tous les journaux, et que tous les journaux se sont empressés de relayer pour à nouveau nous diaboliser. Et les uns préparant le congrès du Parti Socialiste, les autres préparant le congrès des Républicains. Et donc, il faut qu'on soit préparé à ça, mais surtout ne pas répondre aux attaques et ne pas rentrer dans le jeu dans lequel ils voudraient nous faire rentrer, c'est-à-dire d'un enchaînement de commentaires, de réactions sur des choses qui sont inexistantes ou inexactes. Et donc, il faut qu'on tienne la ligne, et la ligne, on va la tenir grâce au programme, parce que s'ils nous attaquent, c'est pas que sur la personne de Jean-Luc Mélenchon ou de la France Insoumise, c'est parce que on a un programme de rupture et que ce programme de rupture les inquiète profondément, parce que si notre programme venait à être appliqué, ça changerait radicalement la manière de gouverner et de résister face au système capitaliste. Et donc, voilà, moi je voudrais dire le mot ce soir, parce que ces formations, elles se font dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans le cadre qu'avait donné Jean-Luc Mélenchon à la fête de l'UMA, à savoir que avant d'abattre la citadelle, il n'y a pas d'action politique claire sans ligne politique claire. Et donc ces formations, elles s'inscrivent dans ce cadre-là, de nous donner, de nous armer théoriquement pour affronter l'ensemble des gens qui sont contre nous. Et ça se matérialise à l'échelle locale. Et là, justement, on fait des formations sur les sujets locaux, parce que on va aussi rentrer dans une élection municipale qui va être violente, et qui va être violente contre nous avec tous les arguments qu'on connaît, qu'on est des antisémites, des islamo-gauchistes, etc. Et qu'il faut résister à ça. Et pour résister à ça, et ce qui doit nous unir dans cette élection, ça va être la question du programme et de l'unité sur un programme de rupture. Et je voudrais pas qu'on enjambe la question de cette élection, et on va avoir une assemblée municipale le 12 pour parler de tout ça, mais simplement dire que voilà, cette assemblée, il ne faut pas l'enjamber, et ces élections municipales, il ne faut pas l'enjamber, parce que ce qui se passe nationalement, ce qui se passe à l'échelle internationale avec la montée du fascisme, avec Trump, avec le génocide à Gaza et avec toutes les guerres qu'on connaît aujourd'hui et les conflits dans le monde, eh bien ça a des répercussions localement. Ça a des répercussions concrètes, et on va les voir ce soir, à commencer par la métropolisation. La métropolisation, c'est la traduction urbaine de la globalisation et de la mondialisation capitaliste. Et ça a des effets, on va le voir notamment sur le logement, mais pas que. Ça a des effets sur les services publics, ça a des effets sur les conditions des agents municipaux, ça a des répercussions sur la culture, sur l'éducation. Et donc toutes ces répercussions locales, elles sont liées à ce qui se passe nationalement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on commence à s'intéresser, et c'est le cadre de ces formations, de s'intéresser aux sujets locaux. Voilà, j'en dis pas plus. Et je laisse Tom faire l'introduction de cette formation. Merci à tous. Merci beaucoup Antoine. Du coup, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir pour cette formation métropolisation, urbanisation, logement, quels impacts et quelles solutions, que j'ai le plaisir d'introduire ce soir. Et donc, quoi de mieux que de commencer avec une petite question: qu'est-ce que l'urbanisme ? Et donc quand j'ai construit ce diaporama tout à l'heure, il y a donc urbanisme qui est un premier mot et aménagement du territoire qui en est un deuxième.
Il se trouve que dans la formation que je suis, du coup, puisque je suis en master d'urbanisme, il y a les deux dénominations, puisque avant j'étais en licence géographie et aménagement du territoire, et il y a quand même une différence entre ces deux mots-là, une différence qui est quand même assez floue. Dans le sens où l'aménagement du territoire, quand on va parler d'aménagement du territoire, on va plutôt parler de planification de l'espace, qu'importe sa typologie, et qui plus est en général à grande échelle. Par exemple, pour la mission Racine, la construction de la Grande Motte et de plein de villes littorales dans les années 60, qui était vraiment une opération initiée par l'État et faite sur une large échelle, sur l'échelle du pays. Tandis que l'urbanisme, on va parler plutôt de la planification de l'espace urbain, qui est une discipline qui est à part entière depuis les années 1930. Par exemple, la construction de la ZAC République à côté en extension du quartier Port-Marianne, ou alors même le plan de circulation que la mairie a pondu en 2022. Donc cette différence, elle reste quand même assez floue quand on parle d'aménagement, sauf au regard du droit, parce que selon le droit, l'urbanisme encadre et organise l'occupation des sols, tandis que l'aménagement du territoire assure une répartition équilibrée des activités sur le territoire national à l'aide de leviers socio-économiques, entre autres. Je vais essayer de ralentir un peu. Beaucoup de textes, mais je vais passer très vite, parce que là on est sur l'aspect des définitions pures et dures, donc des définitions selon le dictionnaire. Donc l'urbanisme selon Le Robert, c'est l'étude, l'ensemble des arts et techniques permettant d'adapter l'habitat urbain aux besoins humains. C'est une définition qui est très simpliste et qui est très simpliste et qui est pas vraiment juste dans le sens où on parle uniquement d'adaptation du milieu par l'humain, donc d'anthropisation qui exclut les autres modes d'urbanisme possibles qui sont plutôt eux adaptatifs par rapport à la mise en place d'un projet urbain qui s'adapterait à son environnement. Ensuite, Larousse parle de l'urbanisme comme d'un art, d'une science et technique de l'aménagement des agglomérations humaines. Et donc là, on est plutôt sur une notion d'organisation en société sédentarisée, ce qui exclut aussi de fait dans cette définition-là les peuples qui ne le sont pas. Et Larousse nous propose également une deuxième définition qui, elle, est beaucoup plus opérationnelle et qui permet de voir vraiment ce que c'est que l'urbanisme opérationnel, c'est-à-dire l'ensemble des règles et mesures juridiques qui permettent au pouvoir public de contrôler l'affectation et l'utilisation des sols via divers plans d'urbanisme. Et ensuite, là, j'ai ajouté quand même deux réflexions plus universitaires qui proviennent toutes les deux du dictionnaire de l'urbanisme, de l'aménagement, du logement et de l'environnement de Françoise Choé et Pierre Merlin, qui est une référence très diffusée à l'Université Paul Valéry, où partout, où Françoise Choé se demande si l'urbanisme n'est-il pas à la fois théorie et pratique solidaire du projet de société dans son institution imaginaire comme dans ses institutions réelles, tributaire de savoirs multiples, scientifiques ou non, de savoir-faire traditionnels ou novateurs, de coutumes et d'habitudes. Donc l'urbanisme, c'est à la fois tout et tout, puisque c'est justement une discipline pluridisciplinaire. Tandis que Pierre Merlin nuance un peu et apporte un peu plus de concret en disant que l'aménagement est une discipline de l'espace ou des espaces, car on peut disposer avec ordre à l'échelle du territoire, voire de la planète, comme à celle de la plus petite unité physique. L'aménagement est donc inséparable de l'histoire, du patrimoine, comme de la prospective. L'aménageur ne peut être inculte, il doit être imaginatif. Pour illustrer un peu tout ça, donc pour illustrer un peu tout ça, j'ai ajouté ce petit nuage de mots que j'ai trouvé sur internet. Et je voulais quand même soulever le problème que les définitions communes de l'urbanisme excluent les notions écologiques et font état d'un milieu urbain uniquement artificiel, d'une part, et que d'autre part, en fait, l'urbanisme, de manière générale, pour synthétiser un peu, c'est un peu tout ce nuage de mots-là. Alors, petite spécificité assez drôle, parce que le mot de base, c'est aménagement du territoire. Mais dans ce nuage de mots, on retrouve du coup la mobilité, l'urbanisation, les logements, l'intégration de l'environnement dans la construction, les espaces verts, le maillage écologique, la dynamisation de quartiers et la planification territoriale. Et ça, c'est toutes des notions qu'on retrouve, nous, dans notre formation, en tout cas en urbanisme, et qu'on met en pratique. Voilà. Donc,
L'urbanisme, c'est la pratique de l'urbanisme opérationnel, c'est plusieurs acteurs qui se retrouvent à un moment donné à devoir échanger pour mener à bien un projet. Donc dans ces acteurs-là, on retrouve des acteurs privés qui sont des promoteurs immobiliers, des bailleurs, des entreprises de BTP ou des cabinets d'études par exemple, mais il y en a plein d'autres. Des acteurs publics comme les collectivités ou les régies, comme la Régie publique de l'eau que nous avons, dont le président qui a 10 ans cette année, le président est notre cher maire de Gravel. Et les acteurs que j'appelle parapublics, c'est les sociétés anonymes majoritairement publiques, comme par exemple les transports d'agglomération de Montpellier ou ce qu'était en tout cas la CERM, la société d'équipement de la région montpelliéraine. Donc là, je vous ai ajouté pour avoir un peu une idée de comment se passe un projet urbain, un schéma d'acteurs. Donc là, on est sur la ZAC de Bercy, à Paris, où la collectivité locale, qui est en l'occurrence du coup la mairie de Paris, a initié un projet urbain sur une friche qui appartient à la SNCF. Et donc, la SNCF est au départ, c'est pas voulu, c'est un hasard complet, c'est juste le meilleur schéma que j'ai eu le temps de trouver en assez peu de temps. Donc la SNCF est propriétaire du terrain, et donc la collectivité locale qui est à l'initiative du projet va trouver un aménageur, va effectuer un traité de concession qui va détailler qui fait quoi entre la collectivité locale, les acteurs publics et les acteurs privés. Ensuite, donc on se retrouve avec un aménageur qui... Tac. Alors normalement c'est l'inverse, mais c'est la collectivité locale du coup, qui est en charge des équipements publics. Et donc on se retrouve avec un aménageur qui va du coup aménager son terrain, le vendre à des promoteurs ou à des bailleurs directement. Derrière, la mairie de Paris qui ensuite va donner des permis de construire aux promoteurs et aux bailleurs pour que les opérations puissent sortir de terre. Et ensuite, on passe sur les investisseurs, les propriétaires occupants, sachant que ceci est un schéma ultra-capitaliste d'une manière de monter un projet. Et il y en a plein d'autres, mais en tout cas, c'est schématiquement représentatif de ce qui se passe aujourd'hui. Sur, du coup, les compétences des acteurs publics, j'ai fait, c'est vraiment très synthétique, hein, de ce qui se passe uniquement sur la région montpelliéraine. Mais c'est pour donner voilà, un ordre d'idée, un peu de ce qui s'est passé suite à la décentralisation dans les années 80, où les compétences ont été distribuées aux collectivités territoriales. Et donc sur notre territoire aussi qui reste un mot à définir, mais on voit à peu près où on est. On a du coup des acteurs publics principaux qui sont à peu près tous là. Donc on a la mairie, la métropole, le département, la région, ainsi que les services de l'État, qui sont du coup divisés soit en soit sur le, enfin qui reprennent les limites régionales ou départementales, avec leurs compétences. Donc je voulais faire ressortir quand même un point assez important sur ce qui se voulait être un schéma. C'est-à-dire que la métropole, qui a été créée en 2014 suite à la loi MAPTAM, a acquéri en l'espace de 11 ans, parce qu'on est quand même en 2025, énormément de compétences territoriales qui auparavant étaient soit du côté du département, soit du côté de la mairie. Donc pour le faire dans l'ordre, on a du coup la mairie qui est responsable, enfin, qui est censée être responsable de l'instruction du droit du sol, c'est-à-dire de la mise en place des permis de construire, pour schématiser beaucoup, mais qui du coup s'est fait piquer cette compétence par la métropole, qui du coup centralise toute cette partie-là, qui est une partie centrale de la maîtrise du territoire. À savoir que du coup les communes sont beaucoup plus lésées dans leur action de maîtrise de leur sol et de leur territoire, du fait que la métropole met son nez dedans depuis 2014. Par contre, néanmoins, la commune elle conserve le droit de préemption urbain, qui est quelque chose de très très important vis-à-vis de plein de problématiques qu'on retrouve aujourd'hui, notamment la désartificialisation des sols. Le droit de préemption urbain, c'est la possibilité pour une commune de racheter un terrain sans forcément que ses propriétaires ne veuillent le vendre au prix fixé par Bercy. Et donc c'est un prix qui est fixe sur à peu près. Voilà, il y a des variables tout le temps, hein, tout varie tout le temps dans l'urbanisme, mais grossièrement, c'est un prix qui est fixé par le ministère de l'économie, qui est en deçà du prix du marché,
Et il y a uniquement du coup la mairie qui a ce droit-là. Si la métropole veut préempter, elle passe obligatoirement par les communes des territoires concernés. Ensuite, la mairie elle a toujours la compétence des écoles. Alors, c'est pas vraiment de l'urbanisme à proprement parler, mais ça reste très important parce que un projet comme une école, ça s'inscrit dans un maillage territorial beaucoup plus large. Ça s'inscrit dans une logique de quartier, ça s'inscrit dans une logique de ville. Et donc c'est pour ça que c'est très important quand même de le préciser. La mairie, elle est aussi financeur de certains projets, notamment sur la voie publique quand il y a des réflexions de chaussée. Et elle fait partie aussi des constructeurs à travers ce qui était avant la société d'équipement de la région montpelliéraine, qui était du coup l'entité de construction affiliée à la mairie, qui s'est transformée en SA3M avec la métropolisation et qui s'est ensuite rajoutée dans une entité plus grande qui s'appelle Altemed, mais on ne va pas épiloguer là-dessus parce que c'est très compliqué et un peu chiant. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui il y a une grosse structure qui existe qui s'appelle Altemed et qui regroupe l'ancienne SERM, la SA3M, ACM Habitat qui est bailleur social du bassin montpelliérain et maintenant d'autres communes qui veulent bien participer financièrement. Sur la métropole, un point très très important d'une compétence qui a émergé du coup avec la loi MAPTAM, la mise en place des métropoles, la métropolisation, le capitalisme, tout ça, on y reviendra sans doute après. Mais c'est la réglementation. À savoir qu'avant les communes elles étaient totalement indépendantes dans la réglementation de leur sol, en suivant quand même des textes, des schémas de cohérence territoriale notamment qui étaient fixés à une échelle plus grande. Mais le fin mot réglementaire revenait à la mairie avec ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme. Aujourd'hui, c'est une compétence qui a été transférée à l'intercommunalité et le futur PLUI va d'ailleurs être voté le 18 juillet en conseil municipal, enfin en conseil métropolitain, pardon. Mais donc voilà, c'est une réelle perte de compétences pour la métropole qui avant était maîtresse de son sol quasiment de A à Z. Réglementation, donc du coup PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, climat, j'ai oublié de rajouter le C. Qui va être bientôt adopté, aussi schéma de cohérence territoriale, qui est vraiment un schéma à l'échelle métropolitaine sur les orientations par secteur, et le PLH, le plan local de l'habitat, qui d'ailleurs devrait bientôt être renouvelé parce qu'on était sur une phase 2018-2024. Donc on va bientôt avoir un renouvellement du plan local de l'habitat, pareil pour donner les grandes orientations de l'habitat sur le territoire. Instruction du droit du sol, du coup, qui a été repris par la métropole. C'est pour ça que j'ai mis doublon sur les communes, parce que certaines communes ont décidé de maintenir ce pseudo-contrôle sur l'instruction et d'autres non. On a bien sûr l'entretien des espaces verts, la gestion des infrastructures métropolitaines. La métropole est aussi financeur et aussi constructeur. Et ensuite, sur le département, départemental, collège, financeur, sur les routes départementales, sur certaines pistes cyclables qui sont en dehors de la voirie urbaine, entre guillemets. Mais le département de l'Hérault qui prend aussi sa part au sein de Hérault Logement sur la construction de logements sociaux. Et la région qui, elle, du coup, n'a quasiment plus rien à voir avec ça, avec la construction pure et dure, sauf le financement, qui est gestionnaire des réseaux de transport régionaux et des lycées. Et là, quand même, un dernier échelon qui est hyper intéressant et hyper important, sans lequel il ne peut absolument rien se passer, c'est l'échelon de l'État, mais pas de l'État centralisé, de l'État décentralisé, donc au sein des départements et des régions. Donc au niveau du département, c'est la direction départementale des territoires de la terre et de la mer. Des territoires et de la mer. Pour les départements qui ont un littoral. Pour les départements qui ont un littoral, et DDT pour les départements qui n'en ont pas. On a la DREAL, la direction régionale, et là j'ai plus du tout, de l'équipement, de l'aménagement et du logement, voilà. Et donc ces deux services sont sous la tutelle du préfet de l'Hérault et sont chargés de délivrer des arrêtés autorisant des opérations. Donc aucune opération d'envergure, on va dire un permis de construire, quelqu'un qui fait construire sa maison, il n'y a pas besoin d'un arrêté préfectoral. Mais sur une ZAC par exemple, une zone d'aménagement concerté, il y a besoin d'un arrêté préfectoral ou de plusieurs arrêtés préfectoraux en fonction des différentes thématiques qu'on peut retrouver, notamment l'environnement. Et donc c'est eux qui délivrent les arrêtés, qui élaborent des documents cadres, donc ils viennent en appui de l'établissement du PLUI par exemple ou du SCOT, qui contrôlent la conformité. À l'issue, souvent les arrêtés sont datés, donc à l'issue soit pendant la période précisée dans l'arrêté, ou soit à l'issue, il y a un contrôle qui est fait par les services de l'État. Le préfet de l'Hérault a aussi la police de l'environnement sous sa tutelle.
parce qu'il y a une police de l'environnement, on ne la voit pas souvent, mais elle est là. Ils émettent des avis et ils sont aussi financeurs, alors ça c'est un peu plus lointain, mais via l'établissement public foncier, qui permet d'avoir un fonds pour préempter par exemple des terrains. Parce que quand la commune veut préempter son terrain, vu qu'elle garde ce droit-là, elle n'a pas forcément les fonds pour le faire. Et c'est là où l'EPF, l'établissement public foncier, vient en appui financier pour que ça puisse se faire. On voit rien, mais c'était pas très important. C'était juste pour schématiser encore une fois comment les collectivités interagissaient avec l'État et l'Union européenne. C'est hyper simple. L'État donne des aides financières et donne des orientations avec les échelons qu'on a vus juste avant. Là où les collectivités territoriales vis-à-vis de l'État candidatent à des projets. Et pour l'Union européenne, même chose, les collectivités territoriales candidatent à des projets, à des appels à projets, et c'est l'Union européenne qui finance. Et voilà, il y avait quelques chiffres, pas très exacts d'ailleurs, puisqu'il y a de 2018, sur le nombre de régions, donc 18 régions sur un département, et un peu plus de 34 000 communes aujourd'hui, plus de 35 585. Et enfin, pour terminer cette petite introduction, quelle est notre position à la France Insoumise par rapport à cette thématique-là? Donc vous avez sans doute pu le voir, mais la boîte à outils programmatique des municipales de 2026 est sortie. Et la partie 2, ouvrir la planification écologique, est celle qui en parle le plus, celle qui parle le plus des thématiques d'urbanisme. Donc n'hésitez pas à aller la voir, surtout la page 22, qui a un contenu extrêmement intéressant. En outre, du coup, l'Institut La Boétie a un département de géographie qui est administré par Cécile Gintrac et Alan Poplar, et qui produit du coup des vidéos sur YouTube pour expliquer soit des vidéos de conférences ou de tables rondes qui sont très très intéressantes et qui expliquent en somme quelle est notre pensée politique vis-à-vis de ce sujet-là. Et j'ai tiré aussi 2 mesures de l'avenir en commun qui, sans vous mentir, est très peu qualitatif en termes d'urbanisme, qui englobe l'avenir en commun, qui englobe il n'y a pas de problème, mais l'avenir en commun qui englobe en fait la question écologique de manière beaucoup plus large et qui ne propose pas vraiment des mesures dans le spectre de l'urbanisme de construction, voilà, pour schématiser un peu. Mais quand même, deux mesures, donc empêcher le droit de propriété privée de prévaloir sur la protection de l'eau, de l'air, de l'alimentation, du vivant, de la forêt et de la santé et de l'énergie, et stopper l'étalement urbain, rapprocher les bassins de vie et les bassins d'emploi, qui sont 2 mesures extrêmement importantes et extrêmement structurantes qui peuvent servir de référence par rapport à d'autres choses, mais qui restent quand même insuffisantes. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous saisir des 4 livrets thématiques qui, du coup, eux, concernent l'avenir en commun 2022, sur le droit au logement, sur les mobilités durables, sur la forêt et sur l'égalité républicaine dans les quartiers populaires, qui eux aussi traitent plus en détail que l'avenir en commun, et c'est une très bonne chose, des questions d'urbanisme. Et sur ce, je vous remercie et je laisse la parole à François Valéjas. Donc ça va conclusion. Je vais essayer d'être rapide et pas trop rentrer dans la technique. Donc j'ai essayé de faire une petite présentation à la fois de ce que je fais, qui je suis et ce sur quoi je travaille, et ce sur quoi on travaille dans la formation, dont on a ici 2 représentants, et de vous montrer un peu des points qui moi me semblent intéressants pour repenser les manières de faire de l'urbanisme et de penser des modèles un peu alternatifs. Alors, j'ai repris des choses qui sont issues de mes cours, donc certains les connaissent ici. Alors, l'urbanisme, ça peut paraître très technique et ça peut paraître très compliqué et très obscur. Donc, effectivement, l'urbanisme, c'est des réglementations, c'est une accumulation de codes, etc., de documents, de plans de zonage, qui sont très techniques et sous lesquels on peut se noyer. C'est des techniques, c'est des méthodes, c'est des manières, des procédures pour faire la ville, pour faire du logement, etc. Et c'est encore une fois une manière aussi de se noyer. Ce sont des dessins et des réalisations, c'est parfois des architectes qui vous vendent de très beaux projets, de très beaux visuels, et qui paraissent hyper séduisants, contre lesquels on a du mal à saisir quelle est l'épaisseur politique qu'on peut avoir derrière ces projets-là. Et ce qui me semble important, au-delà de ça, c'est que l'urbanisme, l'aménagement, c'est avant tout des choix politiques, et c'est des manières de penser la société dans son territoire. Là, je reprends les mots d'un penseur célèbre en urbanisme, Henri Lefebvre, en 1968. Alors, 68 et 74, c'est son meilleur ouvrage pour moi. En 68, il a sorti un bouquin qui s'appelait Le droit à la ville, juste avant les événements de mai 68.
qui est le fait, une réflexion sur ce qu'est la ville pour les gens, ce que peut être une ville pour des habitants, et le fait que la ville doit être le lieu de l'émancipation, et comment on doit penser du coup une ville dans cette optique-là. Et donc il nous dit un élément en 74 qui est important, c'est que l'espace, je veux dire la ville, c'est finalement, ça n'est que la projection au sol des rapports sociaux. Donc en fait, c'est ce qu'une société en fait. Donc si on dépasse un peu la question des visuels, des réglementations, des techniques, en fait, c'est la manière dont on veut faire société qu'on retrouve dans les projets. C'est pas évident, parce que derrière un vernis de dessin, de design, de procédure, d'accumulation de sigles, de compétences, etc., en fait, on a des choix politiques, on a des manières de voir le monde, et il faut arriver à décortiquer tout ça pour comprendre ce qu'il y a derrière. Et du coup, si c'est un choix politique, c'est des choses qui peuvent être mises en débat. Et donc, on voit que de tout temps, on a eu des grands débats sur ce que doivent être les villes. Là, je vous ai mis, je remonte un peu dans le temps, des affiches qui datent de 68, des années 70 ici, et puis plus récemment, alors j'ai pas l'année, mais c'est des années 2000, des grandes mobilisations. En 68, la question urbaine était très présente. On avait des mobilisations autour de non au bidonville, non aux villes bidons. C'est-à-dire qu'on ne veut pas ni être dans des bidonvilles, ni être dans des fausses villes dans lesquelles on va être stocké. Donc, comment on doit penser autre chose? Et le slogan de cette affiche de mai 68, c'est l'urbanisme, c'est un acte politique, il doit être au service du peuple. Donc c'est bien l'idée qu'on a des choses derrière, c'est ce que j'assène en permanence, derrière des beaux visuels et des beaux mots, on a des idéologies au sens noble, entre guillemets, des manières de voir le monde, et qu'il faut arriver à déceler, il faut arriver à comprendre ce qu'il y a derrière. Et puis, dans les débats, les mobilisations, on a des mobilisations plus récentes, je reparlerai de l'Arbre Blanc tout à l'heure à Montpellier, mais on a des mobilisations un peu partout qui émergent et qui sont de plus en plus importantes, alors que ce soit sur les questions d'urbanisme ou d'aménagement plus largement. Vous avez tous et toutes entendu parler de Notre-Dame-des-Landes, de la 69, des mobilisations contre les méga-bassines. En fait, depuis une vingtaine, trentaine d'années, les mobilisations sur les questions d'aménagement du territoire, que ce soit en territoire urbain ou en territoire plus rural, sont en train de reprendre de manière importante, saisis par des acteurs qui ne l'étaient pas auparavant. C'était moins des questions, et en fait les gens retrouvent l'idée qu'on a des actes politiques et des manières de faire qui sont éminemment politiques derrière des projets d'aménagement. Et donc on a aussi, en montée en expertise, on pourrait rajouter le schéma de Tom, toute une sphère qui est la sphère citoyenne, d'habitants, mobilisés ou pas, qui commence et qui a acquis une expertise sur un certain nombre de projets, qui arrivent aujourd'hui à proposer des contre-projets, à se mobiliser, à être en réseau, ce qui est à mon avis intéressant pour l'avenir. Alors, dans mon métier d'enseignant-chercheur, à la fois on est là pour analyser la production urbaine, c'est-à-dire regarder ce qui se passe et essayer de dévoiler un peu quels sont les mécanismes du capitalisme urbain. Et donc là, je vous renvoie, si ça vous intéresse, de creuser ces questions-là à ce qui me semble être un ouvrage important des dernières années. Il est sorti en 2021 ou 2022. Il s'appelle Le Capital dans la Cité, une encyclopédie critique de la ville, et c'est vraiment une entreprise de dévoilement du capitalisme urbain, avec l'objectif, quand on a écrit cet ouvrage-là, c'était vraiment de faire des chapitres accessibles aux militants, aux étudiants et aux enseignants-chercheurs. Donc qu'ils soient le plus facilement accessibles pour essayer, avec différentes entrées, de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos villes et quels sont les moyens de lutter contre des phénomènes qui peuvent nous écraser. Je vous le fais circuler si vous voulez. C'est à mon avis un ouvrage important. Et puis d'un point de vue pédagogique, on essaye aussi de diffuser ces éléments-là et d'essayer de montrer que l'urbanisme, encore une fois, ça n'est pas qu'une manière de faire, c'est surtout pas une recette de cuisine, c'est avant tout une manière de réfléchir et du débat qu'on doit instaurer. Et donc on a travaillé sur une offre de formation à Montpellier, à l'université Paul Valéry, qui s'appelle donc Master Urbanisme Aménagement, et qui a un petit nom qui s'appelle Urbanisme, Projet urbain et modèles alternatifs, avec l'idée de travailler sur les alternatives aux modèles dominants face à des crises qui nous dépassent un peu, les crises démocratiques, écologiques, urbaines, sociales, parfois nous dépassent, on n'a pas les outils, on n'a pas toujours les outils, donc on expérimente beaucoup d'autres manières de faire, d'autres manières de penser les choses. Tom disait tout à l'heure que les programmes politiques, c'est pas le cas que de la France Insoumise, ont du mal avec ces enjeux d'urbanisme. On a parfois du mal, par exemple, à comment on peut intégrer la question du vivant dans les manières de faire la ville, alors qu'on a des villes où on a des besoins de logement. Ça peut paraître en opposition avec le fait de préserver les espaces verts, etc. Comment on peut penser autrement
la ville, comment on peut penser des schémas d'aménagement autres. Voilà, on essaye d'expérimenter et on essaye d'avancer sur ce terrain-là avec les étudiants. Et ça voilà, c'est très stimulant. Alors moi je voulais revenir aujourd'hui sur la question de l'attractivité, parce que Montpellier, on va dire qu'est-ce qui la caractérise en France, c'est une des villes alors, qui se vend, les chiffres lui donnent en partie raison, comme la ville la plus attractive de France en termes de croissance démographique, etc. Enfin, pas ville et métropole, donc on a les deux qui se retrouvent. Et l'attractivité, c'est le mot d'ordre. Tout à l'heure j'en parlais, je ne l'ai pas mis dans le diaporama, mais c'est le mot d'ordre qu'un chercheur a analysé comme étant, il a appelé ça la mythologie CAM. Il dit que les élus et les villes sont sous prise de CAM. Et la CAM, c'est la compétitivité, l'attractivité, la métropolisation et l'excellence. Et en fait, quand on revoit un certain nombre de politiques qui sont menées, que ce soit des politiques urbaines, et je pense à Fred aux politiques universitaires aussi, la question de l'excellence, par exemple, c'est une question qu'on nous rabâche en permanence, avec toute une série de mesures qui peuvent être là pour mesurer l'excellence et pouvoir aller vers l'excellence. Et je pense que dans tout un tas de séries de métiers, de domaines, on a toujours ces questions de compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence, ce qui est une mythologie, une idéologie en fait, vers lesquelles les pouvoirs publics vont. Et donc là, on va essayer de regarder ce qu'il y a derrière attractivité et métropolisation, qui sont les deux mots d'ordre sur lesquels on peut travailler. La métropolisation, c'est un marqueur, c'est un état actuel, c'est un levier, c'est un résultat en même temps du capitalisme urbain qui a pris cette forme-là depuis quelques décennies. Alors, d'un point de vue géographique, le terme de métropolisation, il existe depuis très longtemps. C'est juste l'analyse de l'agrégation, de la concentration. C'est un phénomène de concentration des flux, des gens, des capitaux dans des espaces urbains. Donc, on l'observe en tant que géographe dans le monde entier. On pourrait l'observer au-delà du capitalisme. Par contre, là où ça a pris une forme un peu différente, c'est que c'est donc devenu en fait l'objet de politique publique. C'est une manière de faire, de penser le développement des territoires, le développement économique, de penser qu'en rassemblant, en concentrant des flux, des capitaux, des gens au même endroit, on allait améliorer le système économique et on allait aller plus loin, aller plus haut, aller plus vite, avec cette idée souvent du ruissellement. Plus on va avoir une concentration de ces capitaux, plus l'économie va être forte dans des villes clés, plus les territoires vont en profiter parce que ça va ruisseler. Et issu de ça, on a eu toute une série de mesures, de réglementations qui ont poussé à la concentration. Et notamment, Tom le disait tout à l'heure, la loi MAPTAM de 2014, je sais plus ce que veut dire MAPTAM, dedans il y a métropolisation, c'est un processus d'intégration politique, c'est-à-dire qu'on a dit, on a un certain nombre d'agglomérations qui vont pouvoir obtenir le statut de métropole avec un M majuscule. On n'est pas sur le nom géographique, on est sur un statut particulier, et qui vont du coup avoir des droits, des compétences particulières, des financements particuliers, etc. Avec cette idée que plus on concentre, plus on va être meilleur. On est vraiment toujours dans cette idée de la fusion, des pôles de compétitivité. Plus on rassemble les choses, plus on va se développer. Et ça, c'est une vraie idéologie qui commence à être remise en question. Aux dernières élections municipales, à Montpellier, mais comme dans plein de villes, cette question a commencé à faire l'objet de débats, même dans des partis qui ne sont pas forcément radicaux, même au sein du PS par exemple. Ça a été une question, est-ce que l'attractivité, la métropolisation doit être poursuivie au même rythme, comment, autrement, etc. Donc on voit que c'est une question qui commence à être ébréchée, sur laquelle il faut continuer à travailler parce que les politiques publiques sont quand même là. Et les politiques publiques favorisent cette concentration sur les territoires. Et ça a des effets sur la manière dont on pense les villes, dont on aménage les villes. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une ville qui se construit en fonction des besoins des gens, mais une ville qui va se construire sur le fait d'attirer des capitaux, des gens, des flux. Et donc, les politiques d'aménagement et d'urbanisme vont se penser autour d'une politique de l'offre et non pas une politique de la demande. Ça, c'est la grande idée de ce bouquin, qu'on a cette transformation vers un urbanisme de l'offre, c'est-à-dire que les politiques urbaines vont être au service de l'attractivité des capitaux, des gens, mais en choisissant les gens qu'on va faire venir, on va attirer les personnes qui sont les plus capables de faire du développement économique. Alors on a des théories américaines qui ont été très largement diffusées dans le monde entier, de ce qu'on appelle la classe créative. On va chercher à attirer les designers, tous les métiers des nouvelles technologies qui sont plus si nouvelles, mais des entrepreneurs, des start-upers, etc. Parce que c'est eux
qui ferait le développement économique de ces villes. Donc voilà, on a un ensemble de choses, je ne vais pas tout vous lire, je vais aller plus vite, mais et ça introduit des tensions dans l'espace, c'est-à-dire est-ce qu'on construit la ville pour les gens qui y vivent, pour habiter bien, habiter mieux, ou est-ce que donc la ville comme espace de vie, ou alors est-ce que c'est la ville comme produit, comme élément qui va permettre d'attirer un certain nombre de personnes et de capitaux. Et puis par ailleurs, ça va mettre de côté une autre partie de la population, des gens qui vivent là ou des gens qui souhaiteraient vivre là, mais qui ne rentrent pas dans cette fameuse classe créative. Et je vous ai mis quelques illustrations, c'est à 3 dans la trame d'ici, mais le Petit Bar, par exemple, le quartier du Petit Bar a fait l'objet d'un gros programme de rénovation et a été l'objet de tensions fortes et toujours l'objet de mobilisations importantes. Il y a un film qui est sorti, alors je vois qu'une partie d'entre vous était à la présentation, moi j'ai pas pu y aller, mais du film donc la bataille du Petit Bar, qui est une des traductions de la manière dont des populations finalement très dominées par le système et très dominées par les politiques urbaines cherchent à faire entendre leur voix. Et on le voit dans une autre, on pourrait prendre plein de tensions comme ça qui sont parfois médiatisées. Là ici c'est médiatisé, c'est des acteurs qui ont pris la parole, qui sont aujourd'hui reconnus sur ces questions-là, etc. Mais ça peut être des tensions très minimes. Mais on voit qu'on a des tensions fortes en fait entre le mythe de l'attractivité versus la ville réelle, la ville vécue, la ville habitée par les gens qui la font. Alors c'est ce qu'on voit à Montpellier, donc là j'ai essayé de rassembler quelques éléments. Montpellier, en France, dans les manuels scolaires, je vais commencer par là, c'est un manuel de seconde je crois, quand on a le chapitre sur l'attractivité dans les cours de géographie, c'est quasiment tout le temps le cas de Montpellier qui est pris en exemple. Et ici vous avez une double page dans un manuel sur Montpellier, la ville croissante, la ville attractive, etc. Et en fait Montpellier a mis en place toute une série de politiques, de dispositifs pour devenir attractive. Quand Georges Frêche est arrivé au pouvoir à la ville de Montpellier, Montpellier c'était une ville relativement moyenne, qui n'était pas une ville très dynamique, et en fait il a cherché à faire du marketing de sa ville, c'est ce qu'on appelle du marketing territorial, du marketing urbain. D'ailleurs c'est une des villes qui a presque inventé le marketing territorial, pour dire chez nous il se passe des choses. Parfois, on a grossi des choses qui ne se passaient pas forcément. Et donc, il a inventé des slogans. Par exemple, Montpellier est surdoué, berceau du futur. Venez à Montpellier pour développer vos activités. En plus, c'est une ville jeune, une ville dynamique, etc. Le marketing territorial de Montpellier s'est poursuivi. On a eu un label Montpellier Attractive Cité, un autre label qui s'appelait Montpellier Unlimited, et puis l'office de tourisme qui développe aussi. Alors j'ai plus ce qui est écrit en dessous, la marque de l'excellence territoriale. On a aussi cette question de l'excellence. Vous voyez, à chaque fois on cherche ici, là c'était pour attirer des entreprises surtout, donc ça a été projeté au MEDEF, etc. Attirer des grandes entreprises à Montpellier pour développer Montpellier et pour devenir une grande ville. L'idée c'était de peser dans la concurrence des villes à l'échelle française, européenne, mondiale. Et puis même l'office de tourisme est aussi dans cette logique-là. Là, on est plutôt sur un autre segment. On s'était aperçu que les étudiants, ça pouvait rapporter. C'est ce qu'on appelle la studentification. C'est-à-dire s'il y a des politiques de studentification, d'attirer les étudiants, alors pas n'importe lesquels. On va moins attirer ceux de Pau Valéry, mais plus attirer ceux des filières qui sont les plus valorisées. Et puis, du coup, l'office de tourisme a fait une campagne de communication, c'était au début des années 2000. Montpellier, la ville où le soleil ne se couche jamais. C'est la ville dans laquelle à la fois il fait beau et en plus on a la fête en permanence, etc. Et ça peut permettre d'attirer des étudiants, des jeunes, et qu'ils lancent leur start-up, etc. sur le territoire. Puis c'est relayé dans les médias régulièrement, à chaque nouveau chiffre du recensement, on a le droit à une série d'articles de l'Express, de Nouvelle Obs, etc. Les recettes de Montpellier pour devenir la ville la plus attractive de France. Et puis les projets urbains qui sont développés à Montpellier sont au service, en tout cas une partie des projets, là je caricature un peu mais c'est normal, c'est pour tirer un peu le fil, une partie des projets urbains sont au service de cette attractivité, de ce mythe de l'attractivité. C'est ce qu'on appelle la ville entrepreneuriale. En fait, la ville se met à fonctionner comme une entreprise. Elle va chercher à développer son marketing et à produire des objets qui vont servir à attirer ces fameux capitaux et ces fameuses populations qu'on cherche à attirer. Et là, vous avez un exemple, ça peut passer par des objets architecturaux. L'Arbre Blanc, donc qui est à Richter, à côté de l'ancien hôtel de région,
on fait appel à ce qu'on appelle une starchitecte, c'est-à-dire un architecte internationalement connu, etc. On fait un immeuble qui va en jeter, qui va être classé immeuble de l'année 2020 par un grand magazine d'architecture de Chicago. Ça va faire la une du Point. Et puis, Montpellier, la folie des grands projets, incarnée par des objets architecturaux. Et ça, c'est très fort. À Montpellier, c'est une des villes dans lesquelles ça s'est plus mis en œuvre. C'est en partie discuté, c'est en partie en train de bouger. Néanmoins, aujourd'hui, on a des politiques municipales autour des folies. Recréer des folies architecturales, recréer des bâtiments emblématiques, ce qui peut parfois avoir du sens dans certains quartiers de se dire on va avoir un bâtiment dont on peut être fier, qui va un peu représenter notre quartier, mais qui est aussi un objet de marketing pour valoriser une ville. Voilà, là on voit clairement rien du tout, mais Montpellier c'est pas très grave, c'était pas pour vous montrer les chiffres en détail. Donc, Montpellier, le paradoxe c'est que c'est aussi une des villes les plus inégalitaires de France. Alors je suis pas de Montpellier, quand je suis arrivé un peu par hasard ici, je me suis aperçu que c'était en fait une des métropoles les plus pauvres. Je crois même qu'à l'époque où je suis arrivé, c'était la métropole la plus pauvre de France. J'étais à Marseille juste avant et je pensais être dans un endroit très inégalitaire, mais en fait on l'est encore plus ici. Donc on a ce paradoxe d'une ville qui se vend auprès de classes créatives et qui en même temps est une ville très inégalitaire et très pauvre, avec des classes populaires très importantes. Et même pas que la ville, en fait on est à l'échelle de l'ère urbaine, au-delà de la métropole, qui est assez populaire. Alors tout ça, ça crée du conflit, de la tension sur ce territoire-là, et c'est ce qu'avec mes collègues, on a appelé la conflictualité d'attractivité, c'est-à-dire l'attractivité, quand elle atterrit sur un territoire, produit de la tension. Et donc, voilà, ce qu'on disait, c'est qu'on a un mythe de l'attractivité qui passe par des politiques, par des projets urbains au service de l'attractivité. Ça atterrit sur un espace qui est un espace vécu par les gens. Et donc, on a de la conflictualité qui se crée parce que on met en concurrence des gens, des lieux, des temps, des capitaux. On sélectionne des gens, des lieux, des temps, parce qu'on a certains endroits, certaines populations qu'on va chercher à attirer et pas d'autres, etc. Et ça va créer du conflit pour accéder aux fonciers, pour accéder au logement, pour accéder aux aménités, c'est-à-dire toutes les ressources qu'on peut avoir dans une ville, pour accéder à la centralité, pour accéder à des espaces verts, etc. Et donc ces conflits vont parfois être très latents, c'est-à-dire on les sent dans les discours d'habitants sans qu'il y ait de mobilisation, et puis parfois vont sortir, et on voit, on a fait de travail, on a beaucoup travaillé entre Montpellier et la mer, jusqu'à la Grande Motte. En gros on a fait un triangle de la Grande Motte, Villeneuve, les Maglones, Montpellier, et on a travaillé sur tout ce qui se passait sur cette plaine littorale. Et depuis 10 ans, le nombre de pétitions en ligne, par exemple, c'est un boulot qu'on a fait, on a recensé, je crois, 80 pétitions en ligne sur des projets d'aménagement. Parfois, on a 10 signataires. Mais ça traduit quelque chose. Ça traduit qu'à un moment, il y a quelqu'un qui est allé créer une pétition, qui a alerté ses voisins, qui a alerté une association sur un sujet. Et il y a eu une tension à propos d'un projet qui est en train de se mener, etc. Et parfois, c'est des pétitions beaucoup plus importantes. Et vous connaissez par exemple la Gare Sud de France, vous connaissez un certain nombre de projets qui ont fait l'objet de mobilisations importantes. Je vais essayer d'être... je ne sais pas du tout quelle heure il est. Je vais essayer de faire très synthétique. Je ne vais pas du tout lire ce qu'il y a sur mon diaporama. Je voulais vous montrer deux situations dans lesquelles à la fois d'un côté la question du durable. J'aime bien travailler sur les paradoxes, donc, comment l'écologie devient un élément de l'attractivité, comment est-ce qu'on peut la manier comme un élément d'attractivité qui rentre complètement dans le capitalisme, et puis de l'autre, comment en font les pauvres, quelle est la place des pauvres dans cette métropole, et là j'aurais l'aide de Tom et Luce là-dessus. Je vais juste citer Martin Bouygues pour le plaisir, qui nous dit « Le développement durable, c'est une opportunité et pas une contrainte ». On voit que depuis une vingtaine d'années, cette question du développement durable, qui est en fait la transformation de l'écologie politique en un versant plus assimilable par les acteurs économiques et les acteurs politiques, c'est la mise en scène d'un compromis qu'on ferait entre la croissance et l'environnement. Et donc on met en scène quelque chose, et on va mettre en scène beaucoup de choses autour de une voie vers laquelle il faudra aller. C'est un sujet de consensus qui serait paré de vertu parce que ce serait la croissance verte, parce qu'en fait c'est un nouveau relais de croissance, et que vous voyez, on n'a pas besoin de changer de système, on va pouvoir, en le verdissant, faire mieux.
Ça s'est traduit finalement dans les espaces urbains. Les espaces urbains sont devenus un des lieux clés de la mise en œuvre du développement durable, parce que c'est facile. On voit tout de suite des réalisations, enfin tout de suite, avec quelques années, des réalisations visuelles de ce qui se passe dans le développement durable. Quand vous avez des politiques agricoles de transformation de l'agriculture, etc., ça met du temps et c'est pas très visible. Quand vous produisez un nouveau quartier, un nouveau bâtiment, on a de la communication qui va se faire autour, on a du marketing et on a quelque chose qui sort de terre. Donc ça incarne et ça mobilise pas mal d'acteurs économiques. Ça va être un levier économique important. Donc moi j'ai travaillé beaucoup sur ce qu'on appelle les écoquartiers, qui sont en fait des projets de quartier qui se revendiquent de l'écologie. J'ai travaillé là-dessus sur toute la France en essayant de comprendre ce qui se passait dans les années 2000, au moment où ces écoquartiers se développaient en France. On avait toute une dynamique de l'État qui s'est mise en œuvre. Montpellier est complètement rentré dedans. Alors on est passé en fait d'un marketing territorial autour de Montpellier la surdouée, développer les nouvelles technologies, etc. Alors tout ce moment-là, c'est le moment où on a réussi à attirer les grandes entreprises des nouvelles technologies à Montpellier qui sont aujourd'hui relativement présentes. Et puis on est passé à un marketing territorial autour de l'écologie et de ce qu'on a appelé les écoquartiers, les écocités. Vous avez, quand vous baladez dans Montpellier, vous avez à chaque nouveau projet, vous avez souvent le terme éco quelque chose qui émerge. Cambacérès, Henri Lefebvre, dont je parlais tout à l'heure, se retournera dans sa tombe. Cambacérès, la gare sud de France, c'est appelé Révolution urbaine. Révolution urbaine, c'est le titre d'un ouvrage d'Henri Lefebvre qui était un marxiste marxien, il le disait, assez fort. Et puis, Révolution urbaine, ici prend place l'école des entrepreneurs de demain. On voit les paradoxes du capitalisme, mais qui reprend cette question de l'écologie. Et ici, on va pouvoir continuer à urbaniser, mais on va le faire mieux. Et c'est-à-dire qu'on va à Montpellier, dans un territoire qui est très sensible d'un point de vue biodiversité, d'un point de vue inondation, d'un point de vue de plein d'enjeux autour de la place du vivant à Montpellier, dans un territoire assez particulier de ce point de vue-là. On va continuer à être une des villes qui attire le plus par des projets qui vont concilier les deux. Et donc on va continuer à urbaniser, mais un peu autrement. Et vous allez voir que ça va fonctionner. Et par exemple, on a continué Port-Marianne, par exemple, sur des terrains qui étaient d'anciennes zones inondables, qui ont un sens dans une ville. Des zones humides, c'est un intérêt en termes d'écosystème. Et puis aujourd'hui, on le poursuit sur plein de grands projets, Aude à la mer en allant vers Pérols et Lattes, ou ailleurs. Alors, ce que ça traduit tout le développement de cette ville durable, c'est aussi le retrait de l'État. C'est-à-dire que quand l'État a lancé toute la dynamique autour des écoquartiers, on en parlait tout à l'heure, et je voulais juste l'ajouter, l'État, en fait, il est plus si présent. Il est là, il est censé garantir le respect des règles, des lois, mais en fait, il n'a plus de moyens. Et on l'a vu sur plein de domaines, on l'a vu ensemble sur le logement social. En gros, on laisse passer plein de trucs parce que on n'a plus les moyens d'instruire les permis de construire. On a la menace qu'on peut émettre si une ville ne fait pas de logement social. C'est l'État qui va reprendre en main les permis de construire, sauf qu'en fait l'État ne peut pas le faire. Il n'a pas les moyens de le faire, donc en fait il ne le fera jamais. On a des sanctions qui ne peuvent pas être mises en place. Et puis là, sur la question de la ville durable, en fait ça a été pour l'État une manière de dire on va orienter l'urbanisme vers un nouveau relais de croissance, mais sans mettre de moyens. Parce qu'en fait la seule chose que va faire l'État, c'est de la communication. Donc on n'a pas de financement, on n'a pas d'organisation, de véritable stratégie d'aménagement, de planification. On a une campagne de communication qui va valoriser la concurrence entre les villes. Et là, du coup, valoriser la concurrence entre les villes, jouer sur la communication et aller vers des nouveaux relais de croissance, en fait, c'est ce qu'on peut appeler un urbanisme néolibéral, c'est-à-dire qu'on a un retrait de la puissance publique qui n'est plus là que pour mettre en concurrence les territoires les uns par rapport aux autres. Et puis du coup, on a des projets vitrines, ceux qui vont être labellisés, ceux qui vont avoir des grands prix, vont devenir la vitrine de l'excellence. Et ça va permettre de faire de la communication sur les villes les plus en pointe. Alors on a des villes qui se sont spécialisées, alors parfois avec du fond. Je pense par exemple à Grenoble, à Nantes, à Rennes, dans lesquelles il y a des politiques qui sont ambitieuses. Montpellier en partie, mais Montpellier a aussi beaucoup joué la carte marketing, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça a des effets aussi sur les projets, c'est-à-dire que si vous voulez, de plus en plus, les acteurs se disent pour pouvoir monter mon projet, il faut que je réponde à ces appels à projets, il faut que je devienne le premier. En fait, on va tout faire pour rentrer dans les cases de ce qu'on attend de nous. Et ça aboutit à des formes de standardisation. C'est-à-dire que ces fameux architectes, quand on est le seul à faire appel à tel architecte internationalement connu, en France, on va dire, effectivement, on va être reconnu. Mais en fait, on s'aperçoit que ces fameux architectes, toutes les villes vont aller les mobiliser.
Donc ça va faire, pour ces entreprises, ces promoteurs, ces architectes, ça va faire un carnet d'affaires assez intéressant. Mais c'est surtout qu'en fait, on a une forme de standardisation que vous alliez à Port-Marianne, à Lyon-Confluence, à Paris-Rive-Gauche, vous avez en fait les mêmes architectes, à peu près les mêmes architectures, la même composition urbaine. Vous prenez une photo de Port-Marianne, vous ne savez pas si vous la diffusez partout en France, vous ne savez pas si vous êtes à Montpellier ou pas. En dehors du soleil, mais pas en ce moment. Sinon, c'est à peu près partout la même chose. Et puis, du coup, ça aboutit à des formes de dépolitisation. Parce qu'en fait, on va avoir dans cette question de la mise en concurrence, de la performance en permanence sur ce que doit être une ville, qui va être mesurée par la performance, notamment énergétique, on ne va plus parler du pourquoi on fait les choses. On va parler des stars. On a fait venir telle star. On a fait un quartier très performant, en tout cas sur le papier. Mais on ne va plus parler du fond de projet. Qui on cherche à loger, pourquoi, comment on a pensé le quartier, comment on a fait des liens avec le vivant, etc. Et on aboutit à des formes de dépolitisation en fait, de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'on ne discute plus parce qu'en fait, on dit aux gens c'est des projets trop compliqués pour vous. Vous n'avez pas de marge de manœuvre sur la participation. À la fois parce qu'on a fait venir une star et on ne peut pas changer son projet. D'autre part parce que si on veut respecter les critères de performance énergétique par exemple, en fait vous n'avez pas votre mot à dire, vous n'y connaissez rien, et ce qui n'est pas faux. Et troisièmement, on veut respecter les critères d'un concours, d'un label, d'un prix, et du coup ça ne peut pas être négociable. Donc la place de la participation citoyenne, elle est beaucoup mise en avant, mais elle est de plus en plus limitée à des lieux très particuliers. On va faire des jardins partagés, on va faire des micro-espaces verts, on va faire quelques lieux qui ne sont pas inintéressants, mais qui vont en fait limiter la participation citoyenne à ces enjeux-là. On a rarement de participation sur la stratégie d'aménagement d'une métropole, par exemple. Mettre en question le PLUI sur une vraie démarche participative de qu'est-ce qu'on veut pour notre métropole, est-ce qu'il faut continuer à accueillir des gens qui, de quelle manière, qu'est-ce qu'on construit demain avec les quelques marges qu'on peut encore avoir pour la construction, quel type d'activité on veut privilégier. En fait, ça n'existe pas, on n'a pas le lieu de discussion de ça. Et puis, par ailleurs, alors là, j'essaie de finir là-dessus, je pense. Moi, mon travail, je ne vais pas pouvoir vous le développer, mais mon travail sur ces projets, ça a été de montrer aussi que créer des écoquartiers, des quartiers qui se veulent plus performants, etc., ça va sélectionner les habitants. J'ai travaillé sur une quinzaine de quartiers en France en montrant qu'on a des effets de sélectivité sociale dans ces quartiers, c'est-à-dire que les logements coûtent un peu plus cher, que les promoteurs vont chercher à avoir des performances techniques importantes, vont valoriser des grands projets, des architectes, et ça coûte cher. Les prix de sortie vont du coup s'en ressentir. On va privilégier la construction neuve parce que c'est toujours beaucoup plus vendeur de créer un nouveau quartier que de faire de la réhabilitation de quartiers existants. Entre parenthèses, la construction neuve aujourd'hui, elle se fait pour des investisseurs à 70%. Quand vous créez un nouveau quartier, 70% des logements en France sont achetés par des gens qui vont faire l'investissement locatif. C'est pas des gens qui vont y habiter. Donc ils n'ont pas les mêmes attentes. Eux, ce qu'ils attendent, c'est du rendement locatif. C'est pas un quartier dans lequel je vais être bien. Alors, s'ils sont bien, ils vont se dire j'aimerais bien que mes locataires soient bien, mais c'est pas tout à fait la même logique quand même d'achat. À un moment, on avait même des scandales d'investisseurs qui achetaient en ligne à l'autre bout de la France sans jamais aller où que ce soit, et en fait on s'apercevait que les logements n'étaient jamais loués parce que ça s'était éloigné de tout transport en commun, que en fait ça n'avait pas de sens. Voilà, on est peut-être un peu moins là-dedans aujourd'hui. Néanmoins, privilégier le neuf, c'est privilégier l'investissement locatif. Ce qui pose quand même une question. On a besoin de logements locatifs, mais peut-être pas que de ça. Bref, je reviens à mes questions. En fait, on a des effets de sélectivité autour de ça. On voit que les prix augmentent dans ces quartiers-là, que du coup, on a des populations spécifiques qui sont classe moyenne supérieure ou plus, et que en fait, les catégories populaires sont réduites à peau de chagrin, uniquement en fait dans les logements sociaux qu'on aurait bien voulu construire. Et les logements sociaux dans ces quartiers, ça va être 20-30%, c'est pas rien, sauf que 70 ou 80% des logements sont pour des catégories bien supérieures. Donc on a en fait une place à Montpellier, par exemple, des catégories populaires qui se retrouvent assez minorées dans certains quartiers. Il faut savoir qu'à l'échelle de la population française, et c'est le cas à Montpellier, on a, alors, à l'échelle de la population française, on doit à 73% des ménages qui auraient le droit d'accéder à un logement social. À Montpellier, on a un peu plus 75, 76 je crois. C'est-à-dire qu'on a plus de 3/4 des Montpelliéraines qui auraient le droit d'accéder à un logement social. Sauf que dans les nouveaux quartiers qu'on construit, on a 20, 25, 30% de logements sociaux.
Ce qui veut dire qu'on ne peut pas de toute façon répondre à la demande. C'est impossible. Et dans les logements sociaux, on va revenir juste après, on a toute une gradation de types de logements sociaux, et on a des logements sociaux qui s'adressent à des catégories plutôt moyennes sup, voire des cadres, selon les cas. Et en fait, les logements pour les plus précaires, pour les familles nombreuses par exemple, sont souvent un peu réduits. On n'en a pas beaucoup. Donc derrière les 30% de logements sociaux, on n'en a qu'une partie qui s'adresse aux familles nombreuses par exemple. Voilà. Je passe très vite. Ouais, ce que j'ai montré, c'est aussi qu'on a des dépolitisations des gestes de l'écologie. Et que je ne peux pas vous l'argumenter ici, je n'aurai pas le temps, mais on dépolitise aussi en individualisant. En fait, les éco-gestes, c'est une forme d'individualisation. C'est très bien de faire des éco-gestes, mais on a peu de réflexion politique collective sur ce qu'elle doit être l'écologie quand on vous dit juste qu'il faut éteindre la lumière en parfum. On sait qu'il faut le faire, mais c'est pas une question politique. Et puis ça a des effets aussi de genre, c'est-à-dire qu'on a des contraintes qui se font sur comment est-ce qu'il faut bien habiter dans les espaces. Et en fait, ces contraintes, ça s'adresse avant tout aux femmes, parce que c'est les femmes qui très majoritairement s'occupent des logements, et s'adressent et vont agresser, aussi les populations qui sont le plus chez elles, c'est-à-dire les personnes qui ne travaillent pas, soit retraitées, soit qui sont au chômage, qui vont subir les injonctions au nom de l'écologie, les injonctions de ces éco-gestes. Donc il faut faire attention avec toute cette dimension éco-gestes. C'est très bien de vouloir être en accord avec ce qu'on pense, mais comment on diffuse ça? C'est une vraie question. Et puis derrière, on a du coup des mobilisations. Un éco-quartier, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas contre, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose de vouloir produire des quartiers qui sont en accord avec des questions écologiques, mais il faut pouvoir en discuter, il faut pouvoir avoir un vrai débat sur ce qu'on veut, pour qui, comment. Et autour des éco-quartiers, on a des mobilisations un peu partout. Alors là, je suis sur un des grands éco-quartiers les plus connus en Europe, Vauban, à Fribourg, en Allemagne, dans lequel on a au milieu un squat qui résiste, qui était là avant l'éco-quartier en fait, mais qui résiste et qui a un grand panneau qui dit le capitalisme vert est un mensonge. À Grenoble, on a des tags qui ont été faits dans l'éco-quartier vitrine, qui a obtenu le Grand Prix français en disant éco-quartier, on est tous de la même planète mais pas du même monde. Donc on voit qu'on a là encore des tensions, qui peut habiter là, le quartier était pas si mal, mais en fait tout le monde n'a pas sa place là-dedans. Et puis des mobilisations aussi ici à Besançon. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est une des porte-paroles du collectif est une militante du parti de gauche. Donc au VET, le quartier des VET, mobilisation dans des anciens jardins et squats, jardins familiaux, squats qui est un peu informel en marge de Besançon, mais qui ont un vrai rôle pour notamment les catégories populaires. Et les différentes mairies, PS puis Écolo, ont décidé de créer un écoquartier à la place de ces jardins. Donc on a des tensions depuis une petite dizaine d'années sur comment est-ce qu'on va, vers quoi on va. Est-ce qu'on veut privilégier un espace de production agricole dans la ville, ou est-ce qu'on va produire un écoquartier à cette place-là, alors que la ville de Besançon a un taux de logement vacant dans le centre-ville important. Et là, la difficulté, et je m'arrête là-dessus, la difficulté pour les communes, ça va être de se dire, par exemple, pour Besançon, on n'est pas du tout dans le même cas que Montpellier, on n'a pas tant que ça de logements vacants à Montpellier. À Besançon, il y en a beaucoup dans le centre-ville. Alors, il y en a dans certains quartiers, mais à l'échelle de la ville, on est quand même beaucoup plus faible que Besançon, où le centre-ville est quand même en grande difficulté. Comment on réinvestit un centre-ville? Comment, en fait, on agit sur l'existant? Des logements qui sont vides, c'est d'une part parce qu'on peut avoir des propriétaires qui font de la spéculation, mais c'est aussi parce que c'est des logements qui peuvent être insalubres, pas adaptés au mode de vie actuel, comme par exemple pas d'extérieur, etc. Et à la place, les municipalités vont se dire, si je veux attirer des gens, si je veux attirer des jeunes, si je veux faire vivre mes écoles, je vais construire un nouveau quartier. Et là, on voit qu'on a des choses qui rentrent en contradiction. Comment on peut faire en sorte d'aller travailler sur l'existant alors que c'est compliqué, c'est beaucoup plus coûteux, et ça va être compliqué d'en faire des lieux qui attirent. Et donc on a des propositions, là c'est la dernière partie de mon diapo, comment est-ce qu'on peut faire des écoquartiers populaires. À Grenoble, il y a une grande réflexion sur le quartier de la Villeneuve, qui est connu pour une mauvaise réputation, quartier très populaire de Grenoble, l'un des quartiers les plus en difficulté, mais dans lequel ça fait pas mal de temps qu'il y a des réflexions sur comment est-ce qu'on peut transformer ce quartier, qui était le fruit d'une utopie des années 70. On a un peu la même chose à Roubaix, des quartiers utopiques qui ont été produits suite à des mobilisations d'habitants, etc., qui aujourd'hui sont en grande difficulté, avec de la grande précarité, des trafics, etc. Mais comment est-ce qu'on peut remettre à jour cette utopie-là
et faire de ces espaces-là, non pas des espaces qu'on va raser pour construire autre chose, mais des espaces qu'on peut transformer avec les habitants en place. Et c'est, je pense, des pistes qui sont intéressantes pour l'avenir, et on pourrait en tirer des leçons sur les programmes de rénovation qu'on a à Montpellier, par exemple le Petit Bar, à la Mosson, etc. etc. Et alors, mais du coup, je pense qu'on a complètement débordé. Non, ça va ? C'est pas grave. Bon, alors du coup, je prends 5 minutes, 5-10 minutes, pour vous présenter un travail. C'est le contrepoint, c'est où sont les catégories populaires dans nos villes. On a fait un travail avec les étudiants de Master 1, dont Tom et Luce ont été des chevilles ouvrières importantes, en partenariat avec l'ancienne Fondation Abbé Pierre, qui s'appelle la Fondation pour le logement des défavorisés. On a fait un travail un peu en sous-marin toute l'année sur les villes qui ne respectent pas la loi en termes de production du logement social. En gros, la question, c'est, on est dans un département très populaire, dans une région très populaire. Montpellier est une ville très inégalitaire avec beaucoup de catégories populaires. Et on s'aperçoit qu'on a par ailleurs un ensemble de villes, je vais vous les montrer sur une carte qui doit être après, ici, toutes ces villes-là ne respectent pas la loi. Elles n'ont pas 20 ou 25% de logements sociaux, comme elles devraient l'avoir, et donc elles payent tous les ans des pénalités parce qu'elles n'atteignent pas le pourcentage de logements sociaux requis. Il y a un certain nombre de critères, on ne va pas rentrer dans le détail de qui rentre dans la loi, etc. Montpellier est juste en dessous, doit être à 24%, du coup exonéré parce qu'il est sur une trajectoire ascendante, mais on a un ensemble de villes qui payent très cher. À l'échelle du département, ça représente 6 224 000 € de pénalités que les communes vont payer à l'État parce qu'elles ne respectent pas la loi. Mais par ailleurs, ça veut dire que c'est des catégories populaires qu'on ne loge pas, qui doivent se loger ailleurs, dans des situations souvent compliquées. Voilà. Donc on a, avec la Fondation pour le logement, travaillé sur l'Hérault pour essayer de montrer pourquoi les communes ne respectent pas la loi. Quels sont les choix? Est-ce qu'elles ont des stratégies de ne pas respecter la loi? On a pris 3 territoires un peu emblématiques de ce qui se passe dans le département. On a pris Agde, qui est la commune qui paye le plus de pénalités dans l'Hérault, qui paye 1 million par an de pénalités parce qu'elle ne respecte pas le taux de logements sociaux. On a pris, ce qui est un peu notre Neuilly local, Saint-Gély, Saint-Clément-du-Fesque. Donc on est sur l'agglo du Pic Saint-Loup au nord de Montpellier, mais qui fait en fait partie du fonctionnement métropolitain au sens géographique. Ça fonctionne ensemble. C'est pas la même institution, mais on est quand même dans le même ensemble. Et puis on a pris Latte et Pérol, qui sont dans la métropole, mais qui ne respectent pas et qui payent aussi des pénalités. Et on a essayé de comprendre ce qui se passait, donc on allait faire des entretiens, alors sans dire forcément qu'on travaillait sur ce sujet-là. On est venu en disant qu'on travaillait sur les transformations de leur commune, d'un point de vue urbain, social, et les politiques de l'habitat qu'elles mettaient en œuvre. Donc c'était vrai, c'était ça. Sauf qu'on a pointé des enjeux particuliers. Et juste pour vous donner quelques éléments, ça c'est une exposition qu'on a faite en mars, que les étudiants ont présentée brillamment début mars. C'était super intéressant, devant 90 personnes à peu près, des curieux, des médias, etc. Il y a eu 26 articles de presse. Ça a fait l'objet de pas mal de choses. Les étudiants ont fait plein d'enquêtes locales, on sont allés observer plein de choses, ont rencontré des élus, des acteurs. Et ce qui nous montre, c'est que Agde, par exemple, mais vous y étiez tous les deux. Peut-être que je laisse là. Du coup, j'ai pas trop chopé la transition. Non, mais sans transition. sans transition. Du coup, Agde, ce qui est compliqué, parce qu'on a vu, c'est un peu, on va faire un petit lien avec aussi la politique et la municipalité, c'est que les volontés, elles changent la façon de faire l'urbanisme et du coup le logement social aussi. Et on va parler des politiques d'attractivité. En fait, les maires choisissent qui va venir habiter dans la ville, qui ils veulent attirer. Et du coup, pour Agde en l'occurrence, c'était comme un exemple parfait de ce qui a été dit. Des travailleurs et travailleuses aisés, cadres, tout ça, des entrepreneurs, entrepreneuses. Et aussi, du coup, pour le cas d'Agde, des touristes, beaucoup de touristes. Et pas n'importe quel touriste non plus. Et Agde est aussi, du coup, paradoxalement, une commune avec un centre-ville très précaire et une population précaire hyper importante. Et du coup, on s'est posé la question avec Tom et du coup nos autres camarades de quelle place est donnée à ces populations-là dans la ville, dans la politique de la ville, la politique de logement aussi notamment. Et du coup, ça rejoint aussi un petit peu l'explication sur les modèles alternatifs qu'on cherche à avoir dans le master, dans les réflexions de notre formation, grâce à nos super responsables de master. Mais
Oui, voilà, je sais plus où je voulais en dire. Mais du coup, voilà, on va parler du coup des logements vacants, des logements dégradés, des logements pour les populations précaires, parce que du coup, ces populations précaires, elles existent, elles peuvent pas accéder à un logement social parce qu'il n'y en a pas assez, comme on l'a dit, mais elles ont besoin de se loger quand même. Donc à Agde, par exemple, on a dans le centre-ville notamment des logements très très dégradés, insalubres, invivables, et du coup loués par des gens qui louent des marchands de sommeil, comme on dit, à des loyers du coup dérisoires, équivalents, voire parfois inférieurs au loyer du logement social, et parce que les conditions de vie sont juste indécentes, inacceptables. Et c'est une problématique du coup qui est très récurrente à Agde, parce que c'est la commune sur laquelle on a travaillé, mais que je pense aussi dans d'autres communes. Et c'est un enjeu vraiment à prendre en compte. En fait, quand on réfléchit à comment on fait la ville, il faut réfléchir à pour qui on fait la ville, ce qu'on a fait pour les gens qu'on va attirer ou ce qu'on a fait pour les gens qui y sont déjà et qui ont des attentes vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nos politiques. Et bon, je pense que la réponse est évidente, mais oui. Ce qui est intéressant à Agde, mais comme en fait dans les communes qu'on a vues, c'est que c'est assumé. On a une vraie stratégie qui est assumée de ne pas créer de logements sociaux et de faire venir, alors Agde espère faire venir en fait des métropolitains, des fameuses classes créatives de la métropole qui viendraient un peu se mettre au vert en habitant un peu plus loin, mais pas si loin en train. Et donc on a des projets, par exemple autour de la gare d'Agde, on a un projet de la Méditerranéenne qui est un projet assez ambitieux pour faire venir des cadres avec des espaces de coworking, etc. Et puis le centre-ville, on essaye à la fois de faire venir des touristes dans le centre qui n'est pas très touristique aujourd'hui, et de faire venir des gens qui ont les moyens pour habiter dans ce centre qui est pas très, d'un point de vue patrimonial, pas inintéressant. Donc on a des atouts, et donc on cherche à faire venir ces catégories-là, mais sans s'occuper de ce que vont devenir les catégories populaires. Et ça se traduit par des politiques et de l'argent. Enfin, on a des programmes de rénovation qui sont importants, qui servent à ça. Et pareil sur le CAPEC, je vous laisse peut-être regarder. Bon, ça c'est une autre problématique que je pense qu'on a moins à Montpellier, mais de résidences secondaires et espaces dédiés au tourisme, parce que du coup quand on a interrogé un peu les politiques d'Agde et les promoteurs, tout ça, on entendait beaucoup qu'il n'y avait plus de foncier disponible et que c'est pour ça qu'on ne pouvait plus construire de logements sociaux, que c'était un frein. On a beaucoup travaillé sur les freins à la construction de logements sociaux, et en fait on voit que le foncier qui n'est du coup plus disponible, il a été utilisé. Pourquoi ? Pour des résidences secondaires, pour des hôtels de luxe, pour des campings 5 étoiles. Et du coup, pas pour les populations qui habitent à Agde ou qui ont besoin ou qui ont envie de venir habiter à Agde. Et du coup, pour les populations précaires. Et du coup, on a en parallèle, alors c'est peut-être moins un truc sur lequel vous avez bossé, mais la disparition, on voit sur tout le littoral, du tourisme populaire. Le littoral du Languedoc-Roussillon était un littoral de tourisme populaire, avec tous les effets pervers. C'est aussi une architecture qui est forcément qui est très datée, mais c'est un espace de tourisme populaire de masse et qui permettait aux gens de faire leurs 5 semaines de congés payés dans des conditions, la plage, le soleil, etc. Et aujourd'hui, on voit que dans toutes les stations, mais notamment à Agde, à la Grande Motte, on a une montée en gamme, donc on s'adresse à des catégories qui vont être beaucoup plus rémunératrices. On cherche à avoir moins de touristes, mais qui sont plus rémunérateurs, donc plus du tourisme populaire. Et les derniers projets d'Agde, dans le centre du Cap d'Agde, là, je ne sais plus comment ça s'appelle la résidence, c'est complètement ça. C'est uniquement du logement touristique haut de gamme. Alors pour aller très vite, peut-être que je peux passer juste sur les... L'expo est en ligne si vous voulez aller creuser. Sur le site de la Fondation pour le Logement, elle est en ligne. Alors communiqué de presse, parce que ça a fait l'objet d'un communiqué de presse. Et elle va peut-être être diffusée... Elle va peut-être être diffusée l'année prochaine à Paris, dans le grand événement qui est organisé tous les ans par la Fondation pour le Logement. C'est qu'on est en discussion. Dans la métropole, ce que je peux vous dire très vite, c'est qu'on a travaillé sur l'AT-Pérol parce que c'était des cas intéressants d'anciennes petites communes périurbaines qui sont devenues des grosses communes par les effets de la métropolisation, une augmentation du nombre de gens qui vont s'installer, etc., l'arrivée du tram, etc. Et on voit que c'est des communes qui se sont en fait orientées vers un modèle d'urbanisation pour des familles. Alors je passe parce que c'était pas... je vais aller très vite. On a essayé de faire un travail intéressant, on a regardé année par année combien ils payent de pénalités, est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue, comment ils arrivent à augmenter ou pas les quotas liés à la loi SRE, donc la loi qui impose un quota de logements sociaux. Et on s'aperçoit qu'en fait, la stratégie de ces deux communes, c'est de sélectionner les habitants qu'elles vont faire venir en construisant un peu de logements sociaux. D'ailleurs, c'est dans les médias, le maire de Latte a réagi à notre étude à plusieurs reprises, sur France 3, sur le Midi Libre, 2 fois, etc. Il s'enfonce à chaque fois un peu plus, mais il dit, mais moi je produis du logement social,
Et en fait, quand on regarde ce qu'ils produisent, et notamment c'est à Pérol que c'est le plus significatif, ils s'arrangent pour produire du logement étudiant. Parce que le logement étudiant, par des réformes successives, est arrivé dans les quotas de la loi SRU, donc de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, votée en 2000. Et donc le logement étudiant, en fait, ça permet d'augmenter son quota de logements sociaux. Un peu de frais, parce qu'en fait, un logement étudiant, c'est quand même pas très grand. Donc on va pouvoir vite produire du logement, et on va accueillir une population qu'on estime moins embêtante que des familles nombreuses. Vraiment, en gros, ils nous le disent quasiment explicitement, on ne veut pas d'habitants de la Mosson. Je ne sais plus quel territoire l'a dit, je crois que c'est Alert. On ne veut pas d'habitants de la Mosson. Donc en fait, les étudiants, ça nous permet d'augmenter notre quota un peu en choisissant la population. Et on ne va pas la mettre n'importe où. On va construire du logement étudiant, non pas dans le centre-ville de Latte. En fait, on construit du logement étudiant dans la zone commerciale que vous avez entre Carrefour, Auchan, Latte-Pérol, là, le fameux projet Ode à la mer. Vous avez une grande résidence étudiante et jeunes travailleurs qui en fait ont permis à Latte, je crois que c'est en rouge, j'ai un doute, d'augmenter son taux de logements sociaux. Non, c'est ici les taux de logements sociaux, je crois. D'augmenter progressivement son taux de logements sociaux. Et le maire de Latte nous dit aussi, mais attendez, moi je fais vachement d'efforts, dans tous mes projets j'ai 30% de logements sociaux. Sauf qu'il est à 13%. S'il veut arriver à 25%, il va lui falloir, j'avais fait le calcul, que j'ai perdu, il va lui falloir en gros 100, 120 ans pour arriver à ces 25%. Et ça veut dire produire énormément de logements, ce qu'il ne peut plus faire puisque la ville de Latte et de Pérol ont un foncier qui est relativement minime, et si on veut préserver les espaces agricoles, les espaces verts, etc., on ne va pas pouvoir urbaniser toute la commune, c'est pas l'objectif. Donc ça veut dire qu'il faut faire des choix. Ce qu'on va produire aujourd'hui doit être orienté directement vers la demande, c'est-à-dire de la demande de logements sociaux dans ces communes-là où il y a une demande forte. Voilà, on l'a montré de plusieurs manières. Bon, je vous passe un peu le détail. Alors le cas du petit Neuilly montpelliérain, c'est Saint-Gély-Saint-Clément, où là on a clairement une des stratégies de rester un périurbain aisé et de même pas accueillir de catégories moyennes, mais d'accueillir des catégories aisées. Donc là on accepte et on assume le fait de ne pas construire de logements sociaux, sauf quelques petites opérations, mais qui sont en fait un peu à la marge, ou alors, et à la marge physiquement, c'est-à-dire à Saint-Clément, on a dans un bout de la commune de Saint-Clément une petite extension qui est le plus loin possible du centre-ville. On a racheté d'anciens logements étudiants qui étaient dans un ancien campus qui s'appelle le campus de Bissy, qui était à l'abandon. On a racheté ce logement pour en faire du logement social, pour les conventionner. Et en fait, la mairie fait du lobbying auprès de l'État en disant mais je veux pouvoir conventionner 400 logements d'un coup, ce qui ne lui coûtera rien. C'est-à-dire qu'elle aura logé des gens loin de chez elle, et sans construire, elle aura atteint une partie de ses quotas de logements sociaux. Et donc là, on voit que l'État est défaillant parce qu'il a accepté une partie du contrat. Changement de préfet qui a mis le frein sur cet arrangement. Donc on voit que l'État, là, c'est important que l'État tienne les règles. Si l'État accepte, on a une production qui n'a pas pour objectif de loger les gens qui en ont besoin dans des conditions dignes, mais qui a juste pour objectif d'aller vers l'objectif qui est quantitatif qui a été fixé. C'est Saint-Clément. C'est à Saint-Clément, ouais. Saint-Gély, c'est encore pire puisqu'ils ne veulent pas construire de logement social. Voilà. Donc on en a pas. Enfin, très peu. Voilà, bon, je m'arrête là, mais vous avez un peu le compte rendu. Alors à la fin, si vous voulez continuer à travailler sur ces questions de logement social, on a essayé de synthétiser tous les freins et toutes les excuses de ces élus pour ne pas produire de logement social. Et on a, donc ça c'est aussi les excuses qui sont proposées, on a essayé d'aller assez loin dans les argumentations. Et puis on a les leviers, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Là on a esquissé un programme, et c'est un peu comme ça qu'on l'a pensé. Si on devait se présenter au municipal 2026, voilà un programme pour produire du logement social dans la métropole de Montpellier. Vous avez des programmes super. Merci.